Monsieur Dessimaniga, merci d'accepter d'échanger avec nous. Vous êtes président du comité de gouvernance, éthique, risque et financement du partenariat mondial pour l'éducation, ancien ministre de l'éducation en Haïti. Vous avez opéré quand même d'énormes réformes dans le système éducatif, universitaire et spécialiste de la compétitivité des entreprises et des organisations. Puis aujourd'hui, vous avez participé dans le cadre du programme Mobilité des chercheurs du Centre de la francophonie des Amériques au colloque des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Donc merci d'être là avec nous. Merci de l'invitation. Merci de m'avoir permis aussi de pouvoir être là avec les jeunes. Voilà, moi c'est Yvan Rombold, je suis un membre du conseil d'administration du centre. Alors, dans cette petite conversation, on va essayer de voir votre expérience en tant que ministre en Haïti. Donc, on va parler de ça tout de suite. Les réformes que vous avez initiées ou continuées dans le système éducatif haïtien, sont-elles toujours en application? Qu'est-ce que vous voyez de la suite de votre départ? J'aimerais bien pouvoir vous dire que tout ce qui a été initié effectivement comme réforme ont pu continuer. Mais il faut dire que Haïti, c'est un pays où la gouvernance est marquée par une très forte instabilité politique. Je répète toujours que depuis 1982, où il y a un ancien ministre de l'Éducation, Joseph C. Bernard, qui a initié une grande réforme. J'ai été le 33e ministre en 33 ans depuis son départ. Actuellement, on est au 35e ministre en 35 ans, ce qui veut dire qu'il y a un turnover, un taux de rotation extrêmement élevé au niveau de ceux qui prennent les décisions. Et il est très clair que c'est vrai que j'ai pu avoir l'occasion, dans le cadre du plan opérationnel 2010-2015 du ministère, de bousculer certaines pratiques et d'arriver à mettre en place certains éléments de décision relatifs à la gouvernance, notamment la nécessité pour les enseignants en Haïti, dans un pays où il y a 80% d'enseignants qui n'ont pas nécessairement tous les prérequis pour être en salle de classe, la nécessité d'avoir un permis d'enseigner, dans un pays où effectivement en termes de gouvernance, il y a un encadrement et un cadre légal extrêmement efficace qui empêche à n'importe qui d'ouvrir une école et d'opérer comme chef d'établissement. Donc, il est très clair que ces mesures, certaines sont encore en application, d'autres, j'espère que tôt ou tard, on pourra en reparler, mais ce qui est très clair et qui est important, face à un système éducatif où le rendement scolaire est extrêmement faible, il y a les taux de redoublement, l'abandon scolaire extrêmement élevé. Je crois qu'il y a lieu, effectivement, de pouvoir mettre en place des politiques publiques éducatives au-delà d'un gouvernement de 5 ans, au-delà d'un ministre, et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Et alors, comme vous le disiez, comment alors faire face à ce problème de discontinuité des politiques publiques éducatives? Et j'imagine que ce n'est pas seulement lié à Haïti, c'est aussi dans d'autres pays en voie de développement ou plutôt des pays qui ont beaucoup d'instabilité politique, qui font face à ce problème. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions par rapport à cette problématique? Absolument. Bon, il n'y a pas de recette toute faite. Je crois que chaque pays a un peu son contexte politique, a un peu sa culture de l'administration publique, a un peu sa façon de voir les politiques publiques. Ce qui est important au départ, c'est d'avoir une politique sectorielle crédible en éducation. Alors, au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, ce que nous encourageons, et quand nous parlons d'un plan sectoriel d'éducation crédible, c'est quand il est élaboré non seulement par les partis politiques, il est élaboré par les hommes politiques au pouvoir, les hommes et les femmes politiques au pouvoir, mais quand il est élaboré et supporté par la société civile. Le fait d'avoir les syndicats d'enseignants, les associations de professeurs, le fait d'avoir la société civile qui s'implique, à ce moment-là, on a plus de chances que cela dépasse le cadre d'un mandat de gouvernement et que si la société se reconnaît un peu dans ce qui est dans une réforme curriculaire, dans le fait de décider que c'est important que toutes les filles aillent à l'école, dans le fait de décider effectivement que sur telle ou telle orientation et curriculaire que c'est important. Par exemple, il y a tous les débats sur les réformes linguistiques, sur l'importance de la langue maternelle. Quand toute une société est embarquée, comprend la justification d'une telle mesure ou à participer à la décision, il y a davantage de chances que ces mesures perdurent. Alors, vous avez mentionné le partenariat mondial pour l'éducation. On sait que l'équipe dont vous êtes membre a une vision plutôt globale pour renforcer l'éducation dans les pays pauvres. Alors, quelle est la réponse des bailleurs jusqu'à présent face à votre plan stratégique de vos actions sur la planète?
Le partenariat mondial pour l'éducation, c'est l'unique plateforme multilatérale de financement de l'éducation. Et je pense que le message il est très clair. Et non seulement nous avons la chance de pouvoir compter sur des bailleurs traditionnels, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, tous ces gens qui normalement ont une mission et qui participent à la chose éducative. C'est aussi une plateforme où on retrouve l'association d'enseignants, le secteur privé, les fondations. Et nous avons cette année, en 2018, en février 2018, réalisé à Dakar, en présence de plusieurs chefs d'État, d'une centaine de ministres d'éducation, ce qui est notre campagne de levée de fonds. Nous avons quand même pu réussir à mobiliser environ 2,3 milliards de dollars américains pour pouvoir mener notre plan d'action jusqu'à 2020. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant ce que le partenariat mobilise comme chose qui est important, c'est comment nous arrivons à sensibiliser les pays partenaires, qui sont au nombre de plus de 60 pays partenaires, et en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Pacifique, dans les Caraïbes, pour que les gouvernements eux-mêmes investissent davantage au niveau de l'éducation. Donc c'est non seulement un effort de réseautage pour mobiliser des bailleurs de fonds, mais c'est avant et surtout être capable de mobiliser les pays, pour trouver les énergies au sein des différents pays, pour mettre en place des plans sectoriels crédibles qui mobilisent l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et financer davantage. On parle de ressources domestiques. On a comme objectif de faire de telle sorte que tous les pays investissent au moins 20% de leur budget au niveau de l'éducation. Et au niveau des Amériques, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'encouragement? Est-ce que vous avancez vers un certain résultat? Le Canada est un partenaire important, les États-Unis. Évidemment, on voudrait avoir un peu plus. Je pense que c'est crucial. Il y a d'autres causes aujourd'hui qui mobilisent beaucoup de gens au niveau de la planète, notamment le climat, notamment la migration. Mais ce qu'on dit, on ne saurait atteindre les objectifs de développement durable sans effectivement atteindre l'ODD 4. Si on n'arrive pas à former cette nouvelle génération, à avoir un potentiel humain important pour créer de la richesse, on ne pourra pas vaincre la pauvreté. Les problèmes de santé sont liés. L'éco-citoyen, c'est un citoyen informé, éduqué. Donc l'éducation étant transversale, peu importe les autres priorités qu'on a, on continue notre plaidoyer pour avoir plus de financement pour le système éducatif. Et il y a deux revendications qui sont communes dans les pays en voie de développement. C'est l'accès à l'éducation, évidemment, et aussi l'accès à la santé. Et les deux, souvent, marchent de pair. Et pour renforcer le développement humain, alors comment encourager maintenant les expatriés, les nationaux qui partent, qui vont se former à l'extérieur, qui ont une compétence, qui sont aguerris dans d'autres systèmes et qui sont bien formés? Comment les encourager maintenant à rentrer chez eux pour essayer d'apporter ce souffle de vie dont a besoin leur système? Je pense que c'est un sujet extrêmement critique. Vous avez beaucoup de pays qui investissent malgré tout beaucoup de leurs maigres ressources pour former leur personnel. Et on constate que ces personnels partent pour différentes raisons. Et aujourd'hui, ces systèmes, que ce soit les systèmes scolaires, les systèmes sanitaires et autres, ont besoin de ressources humaines qualifiées. Donc moi, je pense que ce défi il doit être abordé de deux façons. Il est très clair que si ces pays arrivent à trouver le modus operandi pour que ces professionnels expatriés retournent dans leur pays, ou à temps partiel ou à temps plein pour exercer, je pense que ça aurait pu être le scénario idéal. Mais heureusement, grâce à la technologie, heureusement, on est dans un monde où le savoir peut être diffusé à travers les nouvelles technologies. On a des programmes universitaires de partenariat à travers les MOOC. Je pense qu'on peut et on doit encourager toutes ces ressources humaines, tous ces talents qui sont à l'extérieur, et de mettre en place des formes de synergie, des plateformes où on peut et ça ne peut, je pense que ce soit à travers des émissions de radio, de télé, en utilisant l'Internet comme médium, il y a moyen aujourd'hui de pouvoir, soit en présentiel, soit en ligne, créer des réseaux de partage d'expériences, des communautés d'apprentissage, des jeunes chercheurs dans leur pays d'origine avec des chercheurs expatriés ou des mentors. Je pense que c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse, parce que les pays en voie de développement, ça prendra trop de temps dans une stratégie linéaire pour former l'ensemble des enseignants. Je pense qu'il faut et on doit prendre, disons,
et des raccourcis. Mais c'est des raccourcis qualitatifs. Et en ce sens, je pense que ça peut aider. Ouais. Alors, pour les jeunes qui nous regardent en ce moment sur le site du Centre de la francophonie des Amériques, aussi qui sont des expatriés qui vivent soit aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays de l'Europe, et maintenant aussi des jeunes qui sont dans leur territoire en Amérique, qui sont francophones, qui parlent français à des degrés divers. Alors, comment ces jeunes-là peuvent faire, surtout ceux dans les pays en difficulté, pour soutenir le développement de leur lieu d'origine? S'ils sont au Canada ou s'ils sont aux États-Unis, comment les encourager? Peut-être qu'il y a des actions qu'ils peuvent faire de là étant, et peut-être aussi qu'il y a des actions qu'ils peuvent faire en rentrant chez eux. Donc, comment concilier les deux? Je pense que aujourd'hui, je viens de vivre une expérience extrêmement intéressante. C'est l'association des étudiants de l'université haïtienne de l'Université de Montréal, et qui, dans un effort et dans un souci de promouvoir des échanges de partage d'expérience, a invité des jeunes chercheurs, des chercheurs expérimentés en Haïti, au Canada et ailleurs à venir participer à ces échanges. Et je crois que ceci est le point de départ et je pense que beaucoup d'autres pays, beaucoup de jeunes peuvent faire ce genre d'initiative et peuvent trouver certains appuis. Et quand je dis certains appuis, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui seraient assez heureux de pouvoir contribuer. Mais l'autre piste que je voudrais peut-être souligner, c'est que des jeunes chercheurs ou des jeunes étudiants dans leur pays d'origine peuvent aujourd'hui, grâce à Internet, être en contact avec leurs compatriotes ou d'autres, ça peut être les Amériques, ça peut être, et être dans des communautés de partage d'expérience, communautés d'apprentissage. Ceci, je pense que c'est la voie de l'avenir. Et beaucoup plus que des ressources financières, le fait de mettre en partage ces compétences, je pense que ça peut être l'avenir pour la production de connaissances scientifiques, pour la production de savoirs locaux, et pourquoi pas, pour tout ce qui est lié aujourd'hui au développement de la planète. Je crois que les expériences doivent être partagées. Voilà, et enfin, lié à la thématique de l'éducation, de par votre expérience maintenant au Partenariat mondial pour l'éducation, direz-vous qu'il y a de l'avenir, qu'il y a un engagement plus poussé vers le financement de l'éducation dans les pays des Amériques, surtout ceux en voie de développement? Je suis un optimiste de nature. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts. Je crois qu'il y a beaucoup de plaidoyer aujourd'hui qui va en ce sens. Malgré, comme je le disais, il y a d'autres causes extrêmement importantes qui méritent une attention soutenue en termes d'éducation. Mais plus que jamais, je le sens, il y a une thématique qui est très claire. Aujourd'hui, les jeunes doivent avoir accès au marché de l'emploi. La question de l'employabilité, la question de faire de telle sorte que même ceux qui sont scolarisés aujourd'hui trouvent un emploi digne sur le marché du travail. Je crois que ce sont des thématiques extrêmement importantes. Les autorités partout doivent en avoir conscience. Je reste optimiste. D'accord. Merci beaucoup, M. Nessimanga. Au plaisir. Merci à tous.